Coucou les petits angoissés. Aujourd'hui, on part en Italie. Nous allons faire un bref passage dans la vie d'une famille tranquille. Enfin, tranquille, jusqu'au moment où... C'est parti. Andrea, n'oublie pas ton casque. Oui, maman. Andrea Rossi, 16 ans, quitte le logis familial, une maisonnette des faubourgs de la Spezia, grand port au nord de Rome, pour se rendre à son travail. Andrea Rossi est apprenti mécanicien dans un garage au centre-ville. Un bon garçon, Andrea. Il est la gentillesse même, toujours d'humeur égale et douce. Un peu trop, peut-être, puisqu'à son âge, il n'a pas encore eu la moindre liaison et que l'idée de quitter un jour ses parents ne semble pas l'avoir effleuré. Mais ce n'est pas Anna Rossi, sa mère, qui s'en plaindrait. Elle ne souhaite qu'une chose, garder son petit le plus longtemps possible, d'autant que c'est son enfant unique. Et jusqu'à présent, il ne lui a donné que des satisfactions. Toutes les mères du quartier lui envieraient son Andrea, poli, obéissant et tout. Il n'y a que pour mettre son casque à vélomoteur qu'il ne fait pas toujours ce qu'elle lui dit. Et c'est ennuyeux, car avec toute cette circulation, le trajet est dangereux entre la maison et le garage. Dehors, il y a une pétarade de moteur qui démarre. Anna Rossi jette un regard machinal au porte-manteau dans l'entrée et découvre une tache brillante de couleur noire. Le casque! Andrea est encore partie sans son casque. Elle pousse un soupir contrarié et cesse d'y penser. La suite va s'enchaîner avec la rigueur inexorable du destin. Il a plu en ce jour d'avril et les rues de la Spezia sont grasses et glissantes, mais Andrea Rossi s'en moque bien. Comme tous les jeunes gens italiens, il se faufile en virtuose au milieu des voitures. Pourtant, s'il fait attention au véhicule, il est surpris par une apparition qui surgit devant ses roues. C'est un chat. Il fait une embardée et part en vol plané. Sa tête heurte un platane, il reste inanimé. 2 mois ont passé. Andrea Rossi, souffrant d'une fracture du crâne, a subi une délicate opération et il est toujours dans le coma à l'hôpital. Les médecins refusent de se prononcer. Ils ne peuvent dire dans quel état il sera en reprenant connaissance, ni même s'il reprendra connaissance. Depuis ce jour tragique, ses parents vivent dans l'angoisse qu'on imagine. Si son père Alessandro ne peut pas venir tous les jours à son chevet à cause de son travail, Anna Rossi passe ses journées auprès de lui, après avoir été déposée un cierge à la Madone dans l'église de son quartier. Elle retire ses larmes devant la forme immobile sur le lit métallique, avec les appareils d'assistance branchés un peu partout. Elle est d'autant plus désespérée qu'elle se sent coupable de ce qui est arrivé. Elle aurait dû insister pour qu'Andrea prenne son casque. Elle n'aurait jamais dû le laisser partir. Elle se jure qu'elle ne lui permettra pas de recommencer à l'avenir, si, toutefois, il y a un avenir. Elle est en train de se faire des douloureuses réflexions lorsqu'elle pousse un cri. Là, sous le drap, la main d'Andrea a bougé. À présent, il ouvre les yeux. La Sainte Vierge l'a exaucé. Elle quitte la chambre en courant et se met à pleurer de joie dans les couloirs. « Venez vite, il est sorti du coma !» Elle ne se trompe pas. Andrea Rossi a effectivement repris connaissance. Les jours qui suivent, il se rétablit rapidement et il subit examen sur examen pour tester le rétablissement de ses fonctions mentales. Et ils sont tous excellents. Les réflexes, la mémoire, l'intelligence, tout est normal. Il n'y a même pas, chose rare après un coma, d'amnésie concernant l'accident. Il se souvient de tout. Il précise, quand on l'interroge, « C'était un chat gris. Si je le revois parfaitement, il a traversé mes roues. J'ai freiné, le sol était glissant. » Mais s'agissant d'un traumatisme crânien, il faut toujours être prudent. Ce que dit le médecin à monsieur et madame Rossi en leur remettant leur fils 1 semaine plus tard. Il faudra faire très attention à lui. Anna Rossi a un sourire. Ne vous inquiétez pas, je vais le dorloter. Il sera aux petits soins. Il n'y a pas que cela. Soyez attentifs. Il se peut que les séquelles se déclarent tardivement. Alessandro Rossi, le père, lève un sourcil inquiet. Qu'est-ce que vous appelez des séquelles? Il est difficile d'être précis, mais en cas de maux de tête en particulier, vous devez nous contacter immédiatement. Alessandro Rossi hoche la tête. Bien sûr, docteur. Et même si tout va bien, il faudra que votre fils vienne régulièrement à l'hôpital pour passer des examens. Bien sûr, docteur. Bien sûr, docteur. Les Rossi ont dit cela machinalement, mais ils ne pensent qu'à leur bonheur. Leur Andrea est sauvé, leur Andrea est à eux. C'est le bon Dieu qui en a fait un miracle. Oui, plutôt la Madone, puisque c'est à elle qu'Anna a fait brûler un cierge chaque jour.
Ils vont le dorloter pendant le temps qu'ils vont l'avoir, jusqu'à ce qu'il puisse reprendre son travail. Dans la voiture qui les raccompagne à la maison, les Rossi pressent leur fils de questions. « Cela va, mon grand? Tu te sens bien? Tu es heureux ?» Andrea répond à chaque fois des « mais oui », un peu excédés. Alessandro et Anna n'en sont pas inquiets. C'est normal, après ce qui lui est arrivé, ils vont se charger de lui faire oublier son drame. Mais dès le lendemain matin, il se produit un premier incident. Anna Rossi a décidé d'apporter à Andrea son petit déjeuner au lit. Elle entre dans la chambre à 9h, ouvre les rideaux, il fait beau, le soleil inonde la pièce. « Bonjour mon grand, tu as bien dormi ?» Andrea Rossi ne répond rien. Mais à peine sa mère a-t-elle posé le plateau devant lui qu'il l'envoie promener avec violence, renversant pêle-mêle café, beurre et confiture. « Qu'est-ce qui te prend de me réveiller? Fous le camp !»« Mais Andrea, fous le camp, je te dis !» Madame Rossi s'en va, sans même oser ramasser les débris éparpillés. Quant à Andrea, il ne sort de sa chambre qu'à 3h de l'après-midi. S'en va sans un mot et ne rentre pas à la maison avant le soir. Ses parents l'attendent pour dîner. Il se met à table sans un mot. Anna lui a fait des spaghettis à la carbonara, son plat préféré. Alessandro, après un long silence, prend la parole d'un ton enjoué. « Ils sont vraiment fameux, ces spaghettis. Tais-toi !» C'est son fils qui vient de lancer, presque d'aboyer ces mots, avec un regard comme il n'en a jamais eu, un regard mauvais. Lui, le doux et paisible Andrea. Alessandro est tellement saisi qu'il reste la bouche entr'ouverte et que quelques pâtes retombent dans son assiette. Andrea Rossi hausse encore le ton. « Tais-toi quand je mange. Je veux qu'on se taise. » Toute la suite du repas se poursuit dans un silence de plomb. Malgré tout, monsieur et madame Rossi se refont une raison. Ils se disent que c'est la suite de son accident, que cela va passer. Il faut être gentil avec lui, voilà tout. Le lendemain, cela ne passe pas, bien au contraire. Comme la veille, Andrea Rossi quitte la maison sans un mot. Et lorsqu'il revient, il a toute une pile de cassettes vidéo. Toujours sans dire un mot, il visionne la première. Madame Rossi est effarée. C'est un film d'horreur, particulièrement sanglant, à la limite du supportable. Qu'est-ce qui lui prend? Jamais avant il ne regardait des choses pareilles. Dès lors, Andrea Rossi regarde des films d'épouvante à longueur de journée. Il n'adresse plus la parole à ses pauvres parents. Il n'ose pas lui parler non plus, car sinon, il se met dans des colères épouvantables. Anna et Alessandro se taisent et font le dos rond. Il faut attendre. Il va bien y avoir du nouveau. Il y en a effectivement, mais ce n'est pas celui qu'ils attendaient. L'horreur, qui est jusque-là cantonnée à l'écran de télévision, fait irruption dans la réalité. Un matin, la mère d'Andrea le voit dans le jardin, avec un paquet de tissus sous le bras. Intriguée, elle le suit. Il entre dans le garage et défait les linges. Anna Rossi pousse un cri. « C'est Pipo, le chat de la maison. Il est mort, il a la tête ensanglantée. » Mais ce qui suit est plus abominable encore. Andrea s'empare de la tronçonneuse, lui coupe la tête et les pattes, remet le tout dans le paquet et va le jeter à la poubelle. Au repas de midi, alors que leur fils est dehors sans avoir donné d'explication, comme à son habitude, les Rossi s'interrogent pour la première fois sur la conduite à tenir. Anna, qui est encore sous le choc, hasarde une opinion. Faudrait peut-être prévenir l'hôpital. Il n'y est pas allé depuis son accident. Mais monsieur Rossi n'est pas de cet avis. Pourquoi faire? Quand même, le médecin a dit qu'il pouvait avoir des séquelles, surtout s'il a mal à la tête. C'est vrai, il a parlé de mal de tête. Nous lui poserons la question quand il rentrera. Andrea Rossi arrive peu après. Sa mère lui demande timidement. « Est-ce que tu n'aurais pas mal à la tête, mon grand ?» Andrea Rossi répond d'un ton rogue. « Non? Pourquoi ?» Et il va s'enfermer dans sa chambre. Alessandro se force à sourire. « Tu vois qu'il ne faut pas s'inquiéter. » Anna Rossi sourit elle aussi. « Tu as raison, nous allons l'aimer encore plus, et il va devenir comme avant. Tout n'est qu'une question d'amour. » Non, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question médicale. Un traumatisme cérébral peut provoquer à retardement une modification plus ou moins importante du comportement. Le malheureux Andrea n'était plus lui-même et il fallait tout l'aveuglement des Rossi pour ne pas l'avoir compris. Ils vont le payer de leur vie. Une semaine plus tard, Anna a la surprise de trouver son fils dans la cuisine en train de prendre son petit déjeuner. C'est la première fois depuis son retour à l'hôpital. Elle a un cri joyeux. « Mon grand, je... » Ses mots s'arrêtent dans sa gorge. Son fils s'est levé, ses yeux hallucinés, les mains en avant, sans lâcher le petit pain qu'il était en train de tremper dans son café. Toujours sans le lâcher. On en retrouvera les marques à l'autopsie. Il lui enserre le cou jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Puis il attend le retour de son père,
qui rentre tous les jours pour déjeuner. Alessandro Rossi n'a pas le temps de se rendre compte de quoi que ce soit. À peine a-t-il franchi la porte qu'il reçoit un cendrier sur le front. Il tombe inconscient, et Andrea va l'achever en le noyant dans la baignoire. Puis, il allonge ses parents dans leur chambre et les pare de leurs plus beaux habits, le costume bleu marine pour son père et la robe blanche pour sa mère. Ensuite, il téléphone à une voisine. Il lui dit seulement « Mes parents ne vont pas bien ». Il raccroche. Quand les policiers prévenus par la voisine font irruption dans le pavillon, ils le retrouvent dans un fauteuil, face à la télévision, en train de regarder une cassette d'épouvante. Ramené à l'hôpital, Andrea a été opéré aussitôt de la lésion cérébrale responsable de son acte et, cette fois, a été définitivement guéri. Il est redevenu le garçon gentil, d'humeur égale et douce qu'il était avant. La Madone a enfin exaucé Anna Rossi. Trop tard, malheureusement. Voilà, c'est la fin de cette triste histoire. Ce jeune homme, imprudent, a fini par redevenir celui qu'il était vraiment. Mais il va devoir vivre avec ce crime affreux au fond de lui. À bientôt les petits angoissés.